Bienvenue sur Reporter de l'au-delà. Je suis Lisa Béranger et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Denise Kikou-Gillian, auteure de Guide de médiumnité. Bonjour Denise, Bonjour Lisa. je vous remercie d'avoir accepté cette interview pour Reporter de l'au-delà. Merci à vous de le proposer. Donc je vais vous présenter. Vous êtes tout d'abord médium, ce qui est une bonne chose parce que vous avez écrit ce merveilleux livre Guide de médiumnité. Donc vous savez de quoi vous parlez. Et vous êtes également médium guérisseuse, coach en créativité et formatrice. Vous êtes également réalisatrice de documentaires. Vous en faites des choses, hein. Je suis très active, ouais. Oui. Dont NDE aux frontières de la mort. Vous êtes la fondatrice de l'Atelier Infini que vous avez créé en 2012, qui est un centre spirituel de formation et de consultation médiumnique. Et vous avez également fondé l'École de l'Infini. Donc, comme je disais, vous êtes l'auteur de Guide de la médiumnité, qui est vraiment un très très beau livre, très épais, comme tout le monde pourra le voir. Vraiment, c'est très complet. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est pour ça que j'en avais parlé sur mon blog en premier. Et je suis contente de recevoir l'auteur. Mais vous êtes également l'auteur de d'autres livres qui sont très intéressants, dont L'au-delà sans peur, dont nous parlerons peut-être sur Reporter de l'au-delà très bientôt d'ailleurs. Vous avez écrit également Médium d'un monde à l'autre et La voix de la tortue, qui est un petit livre que j'ai là, dont nous parlerons un peu plus tard car ce n'est pas qu'un livre. Donc, comme je disais précédemment, vous êtes la fondatrice de l'Atelier Infini, mais également de l'École de l'Infini. Est-ce que vous pourriez nous dire la différence entre ces deux Bien sûr. écoles? Oui, et l'atelier? Avec plaisir, ouais. Donc, mon premier métier, c'est le cinéma. J'étais réalisatrice de films et j'ai rencontré la médiumnité. C'est devenu une passion. Et avec une collègue, nous avons ouvert l'Atelier Infini en 2012. Et l'Atelier Infini, c'est un lieu, un centre dans lequel nous donnons des méditations guidées, des guérisons publiques et gratuites, des séances de médiumnité, de contact et de guérison. Et très vite, j'ai été appelée à donner des cours, à enseigner. Et je le faisais de façon informelle sur des week-ends ou des séminaires d'une semaine. Et avec un plaisir immense, en fait. Mais une frustration, c'est que je ne voyais pas mes élèves évoluer parce que c'était des cours décousus, un week-end par-ci, un week-end par-là. Alors, j'ai eu envie de structurer les choses. Et en Suisse, mais comme en France, la médiumnité n'est pas reconnue encore. Et surtout, la médiumnité guérissante n'est pas reconnue. Et un de mes buts, c'est de pouvoir collaborer avec les médecins, de vraiment faire reconnaître cette médecine-là comme une médecine intégrative et complémentaire, qui a complètement un rôle. Et qui, pour ça, évidemment, il faut être reconnu. Et je me suis dit qu'il serait bon de pouvoir générer un label de qualité. Ça veut dire des diplômes, des certificats, des reconnaissances. Parce que tant qu'on n'arrive pas à un label de qualité, c'est presque impossible au niveau politique et avec le corps médical de discuter. Alors voilà, tout ça m'a motivée à créer une école. Et l'école de l'infini, c'est une école de médiumnité dans laquelle j'enseigne le contact médiumnique, l'art spirit et puis la guérison et avec diplôme à l'appui. Évidemment, ça m'intéresse à terme de faire reconnaître surtout la profession de médium guérisseuse de façon à pouvoir collaborer davantage avec les hôpitaux. Vous êtes suisse, comme vous venez de le rappeler, et je voulais aussi vous demander, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu pour nos amis français? Parce que nous ne vous connaissons pas trop ici. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre parcours et si par exemple vous êtes issu d'un milieu qui s'intéressait déjà à la spiritualité?
Alors, je suis née en Suisse, effectivement, de parents très engagés socialement, humainement, mais complètement déspiritualisés. Des gauchistes athées tels qu'on les fabriquait dans les années 60. Donc, non, j'ai aucune éducation spirituelle. Par contre, le sens de l'humain, oui, le sens de l'engagement, ça alors très très fort. Et vers 16 ans, j'ai entendu un appel vraiment important d'aller au Mexique, de bouger, de voyager, d'explorer. Et je suis partie en fait à l'âge de 16 ans seule avec une amie à Mexico. Et c'est là que j'ai pris le premier bain spirituel, on va dire ça comme ça, en rencontrant les chamans, les guérisseurs, les médiums sur place, comme si l'univers est bien fait, parce que quelquefois sur notre route, c'est vraiment les bonnes rencontres au bon moment. Et j'ai rencontré le cinéma, qui allait devenir mon premier métier à Mexico, mais aussi la spiritualité qui n'allait cesser de me nourrir. Et c'est finalement relativement tard, parce que dans un premier temps, j'ai fait de la réalisation de films humainement très engagés, donc plutôt euh, voilà, l'aspect social m'intéressait, l'aspect image m'intéressait aussi. J'ai toujours été une grande amoureuse des symboles, de Jung, des archétypes, de l'image. Et puis, ce n'est finalement qu'assez tard, c'est à la naissance de ma fille, donc mon deuxième enfant, que j'ai rencontré, toujours par hasard, ou toujours aussi bien guidée, l'école de médiumnité Fréquence qui a ouvert, c'est la première école de médiumnité en Suisse à ouvrir, et la presse en a parlé, et la presse en a parlé d'une façon élogieuse. Et du coup, ben, voilà, ça a fait tilt, et sans vraiment savoir ce qu'était la médiumnité, parce que je ne fréquentais pas les médiums comme cliente, je les avais un peu fréquentés au Mexique, mais bien 20 ans auparavant. Et je me suis présentée à l'école et en commençant cette formation, je me dis, mais là, je suis à la maison parce que je me suis rendu compte que les antennes que j'avais depuis toute petite, les intuitions, les prémonitions, ouais, une espèce de feeling comme ça, mais que je n'arrivais pas à décrire autrement que, oui, ben, j'ai des antennes et puis tout le monde doit être ainsi. Là, je me suis aperçue que bah non, pas tout le monde était comme ça, et puis que ça s'appelait la médiumnité. Et puis à partir de là, je n'ai plus cessé de me former d'abord. Et une de mes spécialités, coup de cœur, c'est les guérisseurs philippins, où j'ai été enseignée par Alex Orbito. Je suis allée 3 années de suite me former avec lui. Et c'est devenu une spécialité dans ma médiumnité, les opérations et les extractions de mémoire à la Philippine, ainsi que la parlée. Alors évidemment, je n'arrivais plus à rester que cinéaste en ayant goûté à la médiumnité. C'était de nouveau comme un appel d'âme, une guidance, une évidence, où ma collègue Catherine Vaquer et moi, on s'est vraiment sentis appelés. On a ouvert l'atelier. Alors nous n'avions pas envie de changer de métier, nous n'avions pas besoin de changer de métier. Donc on a ouvert l'atelier infini pour offrir la médiumnité dans des méditations guidées, dans des guérisons publiques gratuites. Et c'était vraiment un service du cœur. Et très vite, les demandes de séances individuelles sont arrivées. Et il y en a eu tellement que bah voilà, maintenant je travaille à 150% en médiumnité et j'ai plus le temps de faire des films. Justement, quel genre de médiumnité pratiquez-vous le plus? Vous avez parlé de canalisation, mais est-ce que vous faites aussi de l'écriture automatique ou d'autres médiumnités? Oui, alors en séance individuelle, les gens viennent volontiers me voir pour la transe, que je pratique de deux façons. Le channeling, où je laisse une guide parler à travers moi pour orienter la personne. J'adore la transe parler, j'en fais quasiment dans toutes les séances. Et puis la transe guérison, qui se traduit souvent par des extractions de mémoire. Pour faire les pratiques philippines, évidemment, il faut être en état de conscience fortement modifié, donc en transe. Donc je dirais ma plus grande spécialité, c'est l'état de conscience de la transe, qu'ensuite je peux décliner soit par oral, soit sous forme de guérison. Et puis l'écriture en guidance, l'écriture automatique, je l'utilise beaucoup dans ma vie privée. Assez peu pour mes clients. Je fais des séances à distance sous forme d'écriture, mais ce n'est pas la majorité de mon travail. Par contre, pour moi, quand j'ai des questions privées, ouais, j'utilise l'écriture, et puis pour mes livres, beaucoup. Pour la canalisation, comment que ça vous est venu? Parce que c'est quand même une médiumnité qui est assez particulière, hein, de se laisser enfin guider par son guide ou incorporer. Je ne sais pas si vous appelez ça de l'incorporation pour vous. Alors, je ne cherche pas à incorporer, mais c'est vrai que pour opérer, je dois prêter mes mains au monde spirituel de façon à ce qu'il puisse utiliser mes bras.
D'accord. Donc, il y a une forme d'incorporation, mais ce n'est pas une incorporation spectaculaire comme on peut Oui. voir justement aux Philippines ou en Afrique, où je garde absolument le contrôle de mon assise. Je suis assise pour opérer et c'est vraiment que le haut de mon corps que je prête pour l'incorporation. Les mains, la voix pour pouvoir parler, mais c'est tout. Donc, je dirais il y a une maîtrise, ce n'est pas une incorporation complète. Et ça m'est venu en fait petit à petit parce que d'abord dans ma formation, c'était une formation de contact médiumnique avec des Mhm. défunts. Bien sûr, dialogue avec les guides, mais pas de transe. Et je me suis aperçue quand je guidais des méditations que ma voix changeait de plus en plus. Je me dis, mais c'est quoi? Et j'attrapais l'accent, enfin, j'avais un accent particulier, j'avais un timbre de voix qui se modifiait. Et puis petit à petit, je me suis aperçue que c'était assez facile, en fait, pour moi d'aller plus loin, puis de laisser effectivement la guidance se faire d'une façon plus profonde. Et alors là, j'ai pris des cours de transe pour comprendre techniquement comment je pouvais favoriser la chose et puis entrer en transe à volonté. Et j'aime bien cet état de conscience modifié parce que ça permet beaucoup plus de profondeur pour le patient. Justement parce que les guides là peuvent parler vraiment à travers nous Oui. sans qu'on ait plus conscience de ce qu'on dit. Donc c'est une vraie ouais, l'énergie nous traverse tellement que le patient la perçoit. Ça va au-delà du verbe. Et pour les opérations philippines, je ne pourrais de toute façon pas le faire si j'étais pas en transe. Et au premier début, quels étaient les premiers signes de la médiumnité pour vous? Alors, ils étaient non conscients. C'est très tard que je me suis dit, ah, mais c'était de la médiumnité au fond, parce que comme je n'étais pas dans un milieu spirituel, Mhm. enfant, personne ne me parlait de ça. Alors, je dirais les tout premiers prémices, c'était des dialogues infinis que j'avais dans la nature quand je me baladais. J'étais petite, je devais avoir 7-8 ans, j'habitais à la campagne et j'étais beaucoup dehors. Et je dialoguais énormément avec ce qu'à l'époque j'appelais le grand œil. Alors, je discutais avec le grand œil, etc. Puis, je n'osais en parler à personne parce que je pensais que j'étais un peu barge quand même. C'était bizarre de faire ça. Et ensuite, à l'adolescence, je me suis aperçue que quand je priais, ce n'était pas des prières religieuses, mais c'était plutôt des intentions très déterminées que je posais dans l'univers. Dès lors que je posais une intention avec une forme d'intensité, l'univers me répondait. Et je trouvais ça magique. Je jouais beaucoup avec ça. Et en fait, c'était des prières Karuna. C'était de la médiumnité, en fait, sans que je le sache. Et le premier décès où j'ai vu la personne décédée, où j'ai fait vraiment un passage d'âme, sans savoir que c'était un passage d'âme, c'était mon grand-père que j'adorais, qui était un grand mystique, hein, qui lui était hautement spirituel, alors, qui est décédé quand j'avais 18 ans. Et je me suis retrouvée embarquée dans sa mort, je ne peux pas dire autrement, je pense grâce à l'amour que je lui portais, où j'ai vu en fait tout le processus. Je l'ai vu disparaître dans la lumière, se dissoudre dans la lumière. J'ai pu accompagner assez loin le chemin. Et là, je me suis dit, OK, il se passe quelque chose où j'étais sûre que ce n'était pas mon imagination. C'était vraiment un accompagnement. Donc voilà, je dirais c'était les 3 premiers moments un peu clés. Puis après, ben, je l'ai vécu comme ça, d'une façon un peu inconsciente, à Mhm. travers ces prières, à travers des intuitions, à travers un peu des prémonitions qui m'étonnaient toujours. Mais en même temps, comme j'étais dans le cinéma et très occupée par ailleurs, j'en faisais pas tellement cas. Et c'est que quand j'ai fait cette école de médiumnité que tout s'est mis en ordre. Puis je dis, ah, voilà, c'est ça que je faisais au fond. Une question qui intéresse beaucoup les gens, c'est surtout la rencontre avec le guide. La première fois que vous avez rencontré ou ressenti votre guide, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu? Ouais, alors c'est pas aussi radical que ça. C'est pas une rencontre comme ça où tout d'un coup, waouh, je l'ai rencontré. C'est pas comme un coup de foot dans un train. Ça s'est fait d'une façon plus subtile parce que euh, je savais qu'il existait. Donc, je discutais à ce que j'appelais petite le grand œil. Au fond, cette présence aimante, singulière, qui savait tout de moi, c'était mon ange gardien. C'était mon guide, mon allié. Alors, voilà, je discutais avec lui quand j'étais enfant. Après, j'ai toujours su que j'étais protégée. Peut-être aussi parce que j'ai pris des gros risques par moments dans ma vie et qu'il m'est rien arrivé. Et je remerciais à chaque fois cet ange. Donc ça, la conscience, elle était évidente depuis toute petite. Mais la première fois que je l'ai rencontré consciemment, c'était lors d'une méditation à l'école de médiumnité, justement, où le prof avait guidé la méditation de telle façon à ce qu'on puisse vraiment dialoguer.
avec lui. Elle rencontrait. Là, je lui ai permis de venir plus près physiquement, sensoriellement. Jusque-là, c'était plutôt des dialogues, c'était plutôt de la vision, mais pas sensoriel, pas du feeling, quoi, ou une semi-incorporation. Tandis que là, oui. Et j'ai pleuré, 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 parce qu'en fait, quand ils entrent dans notre champ énergétique avec cette sensorialité, il y a une émotion, il y a une qualité d'amour, c'est ça surtout, moi, qui chaque fois me bouleverse. Il y a une qualité d'amour qui est tellement infini ouais, et qui ne ressemble pas à l'amour qu'on peut vivre en tant qu'humain sur Terre, que chaque fois, en fait, ça me fait pleurer hein, quand c'est l'ange gardien. Les autres guides, je travaille avec eux, donc c'est moins émotionnel. Mais ouais, l'ange gardien, c'est toujours c'est des bains d'amour. Donc Ah oui, voilà. c'est Et la vrai. première fois, bah, j'ai pleuré à chaudes larmes. Est-ce que vous Mhm. connaissez les autres guides? Enfin, vous en avez plusieurs, comme Oui, oui. Vous les oui, connaissez? Ils sont venus en oui, cours de route de votre médiumnité? oui. Je dirais à chaque intention qu'on pose, Mhm. on attire le guide adéquat pour répondre à cette demande. Alors, comme je me suis formée en contact, en écriture, en guérison philippine, en transguérison, en channeling, etc., il y a presque un guide par domaine. Actuellement, je travaille avec 11 guides, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Et dans les 11, il y en a deux qui ont des énergies plutôt animales. Alors, c'est peut-être là aussi que je rejoins un petit peu les chamans, à savoir que j'ai la sensation qu'il y a vraiment des entités de l'autre côté qui sont de taux vibratoires différents. Hein. On pourrait dire il y a des maîtres ascensionnés, il y a des guides qui ont été désincarnés, qui sont devenus des sages de l'au-delà, et il y en a qui ont vraiment des énergies tellement puissantes que non, ils n'ont pas eu besoin de s'incarner. On pourrait, euh, dans le langage judéo-chrétien, même si je n'appartiens à aucune religion, on pourrait peut-être dire des anges. Voilà. Et parfois, il y a des énergies qui sont plus terrestres, comme ça, et notamment des énergies animales. Alors, c'est pas qu'on contacte un dauphin ou un tigre de l'autre côté, on est d'accord. Mais c'est l'énergie du dauphin ou l'énergie du tigre de l'autre côté, avec les qualités, compétences et particularités qui vont avec. Donc voilà, oui, il y en a 11 en ce moment avec qui je travaille. Et quand ce sont des entités justement avec ces énergies animales, c'est plus dans quel domaine que vous pouvez utiliser leur énergie? Alors, la voie de la tortue, dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est une pratique éco-spirituelle où là, il y a principalement des guides animaux. Et pourquoi? Parce que c'est écologique. L'objectif est un objectif d'écologie, de soins aux animaux, à la terre, aux végétaux, de compréhension aussi des dialogues subtils entre végétaux, entre animaux végétaux et humains. Donc là, c'est plutôt ce type d'énergie. Et puis sinon, par rapport à mes clients, l'énergie animale très guérissante qui se présente régulièrement, c'est le dauphin. Ah oui. Pourquoi? Parce que le dauphin a une intelligence binaire, a une intelligence aussi très proche de l'humain, c'est un grand communicateur, donc c'est assez facile aussi d'avoir un langage commun transmissible par du verbe intelligible. Parce que d'autres animaux peuvent transmettre une énergie, avoir, je ne sais pas, la force du tigre, par exemple, mais ce serait compliqué, en tout cas pour moi, peut-être pas pour d'autres médiums, mais de mettre des mots intelligibles sur cette énergie-là. Ce serait plutôt pour amener une énergie guérissante, pour donner de la puissance à quelqu'un. Tandis que le dauphin, il a une qualité d'expression, de dialogue très proche de nous humains, donc c'est assez facile de le traduire. Oui, on dit que son énergie est très particulière, hein, justement, le dauphin. On dit aussi les abeilles ont une énergie un peu particulière aussi, un peu Oui, c'est divine vrai. aussi. Oui, c'est des maîtres, les abeilles, mais comme les dauphins d'ailleurs, par rapport à l'unité, au vivre ensemble, au groupe, Mhm. Oui, l'organisation de groupe, la systémique, c'est des maîtres. oui, exactement, oui. Hein. Nous allons un peu parler de votre livre qui couvre beaucoup de domaines. Vraiment, hein, c'est d'abord les différents types de médiumnité. Vous expliquez également le monde spirituel, les qualités des médiums, la connexion de base, le protocole de connexion, le genre de méditation, l'enracinement, etc. Je crois que les gens trouveront beaucoup de réponses à leurs questions. Car même ceux qui ne pratiquent pas la médiumnité, je pense qu'ils trouveront beaucoup d'informations sur la médiumnité. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et ce livre est composé d'une partie théorique, mais aussi pratique. Et des exercices aussi, des méditations, des questions-réponses aussi. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce très beau livre?
Alors, quand j'ai créé mon école de médiumnité, je n'avais pas de manuel pédagogique. Et dans la littérature existante, dans la médiumnité, rien ne me satisfaisait, euh, parce que rien n'est complet. Et du coup, j'ai commencé à écrire un manuel pédagogique pour mes élèves. Simplement, c'était vraiment dans le but de nourrir mes élèves de théorie, qu'ils n'aient pas à prendre des notes. Comme je suis quelqu'un qui parle relativement vite, c'était des fois compliqué pour mes élèves de prendre des notes au fur et à mesure. Et en écrivant, en commençant la table des matières en fait du manuel pédagogique, je me suis dit mais c'est trop dommage parce que c'est un travail énorme de faire ça. Je me dis mais c'est dommage de le faire que pour mes élèves. En fait, ça me demandait pas beaucoup plus de travail que de l'écrire d'une façon intelligible pour des personnes qui n'ont jamais suivi de cours de médiumnité mais qui s'y intéressent. Alors, ce livre est vraiment un manuel pédagogique, mais grand public. Et comme ça s'adresse à des personnes que je n'ai pas forcément sous la main, alors j'y ai ajouté toute la théorie nécessaire pour qu'on parte des mêmes croyances, des mêmes représentations, d'une même compréhension de l'au-delà, pour qu'ils puissent pratiquer tout seuls chez eux les exercices voilà, sans crainte, et vraiment en se sentant pris par la main, accompagnés. Et j'ai fait attention aussi que ce soit à usage possible, individuel, tout seul, sans cours, un bon bout dans les trois domaines, dans le domaine de contact médiumnique avec les défunts, guérison et artistique. Parce que mon intérêt à moi aussi, indépendamment du fait que c'est un métier, c'est que le plus grand nombre de personnes sachent se relier parce qu'il y a une urgence. Hein, écologiquement, humainement parlé, on est en situation vraiment d'intense urgence, et plus on sera à méditer, à pratiquer la médiumnité, à prier, à avoir cette conscience qu'on est les vecteurs d'une réalité, qu'on est les co-créateurs d'une réalité. Ça, la médiumnité nous l'apprend avec le mode d'emploi. Voilà, alors mon intérêt, c'est aussi de pouvoir divulguer le plus possible ces enseignements de façon à ce qu'on soit nombreux, et puis peut-être qu'on arrive à faire basculer au niveau de la masse critique, hein, ce qui est en train de se passer, notamment en termes d'écologie. Et vous pensez que tout le monde peut être médium? Oui, parce que nous sommes tous des âmes. Alors, bien sûr, on peut tous communiquer de façon intuitive et aussi d'âme à âme. Et la médiumnité, finalement, c'est ça, hein, c'est faire place à son âme pour qu'elle puisse prioritairement s'exprimer, je vais dire ça comme ça. Par contre, c'est comme le dessin ou la danse. La médiumnité, c'est que certaines personnes ont un talent pour cela. D'accord. Donc, en faisant quelques cours, ils vont tendre à l'excellence. Et puis, d'autres personnes n'ont pas forcément de talent pour cela, mais ils vont arriver à un niveau tout à fait honorable, au même titre qu'on y arrive en pratiquant le dessin académique. Une autre question que les gens se posent souvent, ceux qui développent leur médiumnité, se demandent souvent comment faire la différence entre un vrai message reçu, ou celui d'un guide ou d'un défunt, bien sûr, ou le mental. Ça, c'est la question cruciale pour tout le monde. Quand on reçoit comme médium ou pour le client? Pour soi-même, c'est-à-dire faire la différence dans ce que l'on reçoit. Parce que beaucoup de gens ont peur de leur mental, bien sûr, que ce soit leur mental qui leur donne des messages ou la clairaudience, ou etc. Et non pas le défunt ou le guide. Oui. Alors, pour moi, il y a deux aspects. Le premier, c'est la qualité sensorielle et émotionnelle ressentie en même temps que l'information nous est donnée. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, les guides ont un amour pour nous et une densité énergétique qu'il est difficile de ne pas sentir. Donc, quand on travaille pour soi-même, c'est des bains d'amour qu'on prend, mais quand on travaille pour un client ou un patient, c'est la même chose. En fait, transpire de nous, émane de nous une telle énergie qu'il est difficile d'en faire fi, qu'il est difficile de ne pas la sentir. Donc, je dirais quand on a une information, on reçoit une information et qu'en plus, au niveau émotionnel, on est touché au cœur, voire même il y a une larme qui coule. D'accord. Ça peut être la preuve qu'on n'est pas du tout en train d'inventer. Peut-être qu'on interprète mal, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on n'est pas dans l'invention mentale, dans l'imagination. Et puis l'autre chose, c'est le sensoriel. Notre corps ne peut pas mentir. Notre mental est fait pour raconter des histoires. Hein, c'est un grand narrateur, notre mental. Donc, il faut toujours s'en méfier, même si c'est un ami. C'est pour ça que les gens s'en méfient, justement. Mais notre corps ne ment jamais. D'accord. Si on est stressé,
on a des palpitations cardiaques. Si on est timide, on risque de transpirer. Si on a peur, on tremble. D'accord? Tout s'inscrit dans le corps et c'est immaîtrisable. Alors, j'invite toujours mes élèves à ressentir, 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 ressentir. Certes, il y a une information qui passe, mais s'il y a vraiment un défunt qui est là, s'il y a vraiment un guide qui est là, forcément, il y a un petit stress physique, quelque chose, parce que pour notre corps, c'est pas normal qu'il y ait des invisibles tout autour, tout près. D'accord? Si on les convoque tout près, chez moi, par exemple, c'est des palpitations cardiaques. Quand un invisible entre dans mon champ, mon cœur continue à réagir malgré les années de pratique. Tac, 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 tac. Puis c'est un peu la preuve que bah ouais, je suis pas toute seule, je suis pas en train d'inventer. Donc je dirais ça, c'est la première réponse, émotion, sensation. Et ensuite, ce qui est passionnant avec la médiumnité, c'est qu'on est obligé d'apprendre à se connaître. Parce que pour faire la différence entre une image médiumnique et une image mentale, c'est pas magique. D'accord? On est obligé au quotidien d'apprendre par une forme de vigilance et d'auto-observation à comprendre comment c'est quand moi, ma tête, elle génère des images. Alors voilà, je propose dans mon guide, mais dans mes cours, une série d'exercices tout simples pour dire, OK, si je pense à ce que je vais faire dimanche matin, c'est comment dans ma tête. Si je pense à mes dernières vacances, c'est comment dans ma tête. Si je me projette dans cette interview, c'est comment dans ma tête. Et petit à petit, on arrive à une meilleure connaissance de soi et on sait absolument comment ça fait dans notre mental, dans notre tête, quand on se fait un film. Et c'est pas la même chose que quand on reçoit des Oui, informations du monde spirituel. c'est Et un très bon exercice, oui. le maître mot, c'est la fulgurance. C'est quand les images nous traversent d'une façon fulgurante et qu'on n'arrive pas à les retenir, il y a bien des chances que ce soit une image spirituelle. Et les idées, c'est la même chose. Ces idées qui nous traversent, puis on se dit, ah, zut, j'ai oublié. D'accord? Il y a une fulgurance dans le clair-savoir et la clairvoyance qu'on n'a pas quand on réfléchit. Si je me mets à réfléchir à un sujet, je ne perds pas mes idées en cours de route. J'approfondis une pensée, je ne me perds pas. D'accord? Alors quand ça m'est donné, ça me traverse, puis je cours derrière. Il faut que je l'attrape. Voilà, donc ça, c'est un petit truc qui fait la différence. Dans votre livre, vous parlez également des codes oui-non avec nos guides. Dans les signes, quels sont les signes couramment donnés par les guides? Un son, une sensation? Qu'est-ce qui est le plus courant pour que les gens sachent un petit peu s'ils font partie de ça ou pas? Alors, spontanément, dans la vie, même des gens qui ne sont pas formés à la médiumnité disent oh, ça me fait des frissons. C'est juste, ça me fait des frissons. On entend ça tellement souvent. Donc, je dirais le plus courant, c'est les frissons. Et lorsque ça frissonne, c'est juste, c'est oui, ça veut dire oui. Ça, c'est le plus classique. Après, il peut y avoir des différences de température, tout d'un coup un courant d'air froid dans les jambes, ou on a froid alors qu'il fait 40 degrés. Ça peut être un chatouillis sur la joue, ça peut être une petite pression dans le dos. Moi, j'aime bien que mes guides viennent très proches dans mon chakra du cœur, dans mon dos. Alors, je sens une petite pression, en même temps que les palpitations dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ça, c'est le plus courant. C'est le petit frisson alors le plus courant. Ouais, ouais. Et c'est très beau parce que c'est la vraie preuve qu'ils nous répondent, parce qu'on ne peut pas se générer tout seul un frisson. Si là maintenant, nous deux, on se concentre pour frissonner, on ne va pas y arriver. C'est sûr, oui. Que ressentez-vous lors des canalisations? Est-ce que vous Ça avez une dépend. sensation particulière? Ça dépend. Quand je fais du channeling, de la transparler, en fait, je descends à l'intérieur de moi pour faire place à la guide qui va parler à travers moi. Alors la sensation que j'ai, c'est que je descends, je descends, je descends, je descends dans mes propres profondeurs, un peu comme si je m'endormais. Mais en réalité, je ne m'endors pas, sinon je tomberais de ma chaise. Donc c'est vraiment comme descendre dans une forme d'obscurité très relaxante, très bienfaitrice pour faire place. Et ensuite, quand la guide me saisit, ce que je sens encore, c'est comme une dernière sensation qui m'est offerte, c'est que mon corps se redresse. Là, il y a la respiration qui s'ouvre, le corps qui se redresse pour lui donner du poumon, en fait, je pense, pour qu'elle puisse s'exprimer à travers moi. Je n'ai pas la mémoire de ce qu'elle dit. Quand je sors de transe, en fait, je suis souvent un peu essoufflée parce qu'elle parle vite et c'est pas si facile pour le guide de se saisir de nos poumons et de nos cordes vocales. Alors j'ai un petit essoufflement et un petit étourdissement.
parce que des fois, elle parle beaucoup, puis elle oublie de respirer. Et c'est des chanelings qui peuvent durer 20 minutes, 30 minutes. D'accord? Donc, en fait, je n'ai pas la sensation pendant que je le fais, mais quand je ressors, je vois un peu tout tourner, il faut un petit moment pour atterrir. Voilà, et je ne me souviens pas de ce qui a été dit. Oui, ça arrive souvent, beaucoup de médiums le disent, hein, ça. On va parler un petit peu de la voix de la tortue, justement. Comme je le disais au début, vous avez fait ce petit livre que j'ai montré tout à l'heure, La voix de la tortue. Mais ce n'est pas seulement un livre, mais également une méditation que vous faites chaque mois, je crois, hein. Alors, c'est une jolie histoire, la voix de la tortue. En fait, j'ai donné des séminaires de médiumnité sur des bateaux en mer Rouge où on nageait avec les dauphins. Et ma conscience écologique, lors du premier séminaire, m'a fait passer un contrat avec mes guides, où je leur ai dit, OK, c'est pas très bien ce que je fais au niveau pollution. Par contre, j'ai besoin d'aller voir les dauphins parce que je sais que les dauphins vont guérir mes patients beaucoup plus vite que n'importe quel humain. Donc, je vais monter ce séminaire, mais en échange, je vous promets que si les animaux me demandent de faire quelque chose pour eux, je m'engage à le faire. Et lors d'une communication animale sur le bateau, on était 18 en tout, on plonge, et j'avais demandé à mes élèves d'aller récolter justement auprès des dauphins, des tortues, des coraux, des petits poissons, des messages écologiques. Et c'était fou parce que les 18, on est remonté sur le bateau, on avait à peu près le même message. D'une pratique collective où on a de l'influence, qui était une forme de visualisation positive de régénération de la Terre, à pratiquer tous ensemble aux mêmes heures. Alors, c'était le début d'un mode d'emploi, mais moi, ça ne me suffisait pas. Puis le lendemain matin, on a déplacé le bateau et je me lève toujours vers 5 heures du matin. Moi, j'étais toute seule à 5 heures du matin en train de nager dans la mer Rouge et je portais cette question. Je me disais, oui, d'accord, mais ça ne suffit pas. Comment je vais faire ça? Et je croise sous l'eau. Donc, il faut imaginer, moi, masque, tuba, sous l'eau, 5 heures du matin. Je croise sous l'eau, c'est un peu dessin animé, une énorme tortue de mer qui vraiment vient en face de moi et qui me dit, connais-tu la loi des 4 S? Je dis, non, je ne connais pas. Elle me dit, souviens-toi, parce que c'est ça que tu devras enseigner aux gens avec les pratiques écologiques. Et elle m'a dit sous l'eau, je ne sais pas, 30 secondes, ça a été super vite, elle m'a dit, souviens-toi toujours. Le premier S auquel les humains doivent absolument s'associer, c'est le silence. Il faut faire silence en soi. Pourquoi? Parce que il faut inviter le deuxième S, la sensation. Faire silence pour sentir, entrer dans le monde des sensations. Et seulement avec silence et sensation, vous pouvez devenir sage. La sagesse peut se montrer, troisième S. Et si vous êtes silencieux, dans la sensation et dans une forme de sagesse spirituelle, vous ne pouvez que vous mettre au service. Quatrième S. Et elle m'a montré en fait un double 8 avec une porte de lumière au centre. Et le double 8, ben, c'est les 4 S qui se font face. Hein? Et ce point lumière au centre du double 8, c'est la porte d'entrée pour aller nourrir un égrégore de nos visions positives, ce que les dauphins nous avaient enseigné la veille avec mon groupe. Et la voix de la tortue, les 4 S, plus les messages récoltés par mes élèves, c'est devenu une pratique éco-spirituelle que j'ai nommée la voix de la tortue, en hommage à cette tortue, qui est en fait une pratique très simple qui se joue effectivement un peu comme une méditation, mais c'est encore plus simple qu'une méditation, parce qu'en fait, il s'agit de pratiquer 16 respirations pour aller dans le fameux silence, sensation, sagesse, service. Ensuite, on plonge dans le point lumière pour aller de l'autre côté dans un univers de perfection, nourrir la terre et les animaux, les êtres, les végétaux, les mers de notre amour. Alors c'est extrêmement facile et tellement joli à faire. J'ai même des enfants de 6-7 ans qui le pratiquent dans les écoles. Parce que tout le monde peut imaginer que les éléphants d'Afrique, on leur coupe plus les défenses, que les grands singes du Congo, on les abat plus pour, voilà, etc., etc., que les dauphins et les baleines nagent dans des eaux pures, que tous les océans se nettoient, que l'eau est bénie, qu'il n'y a plus de guerre sur Terre. Enfin, et chacun y va, en fait, de son imaginaire, de ce qu'il a envie de nourrir comme rêve. Et en fait, comme on est terriblement positif au moment où on fait ça, et tous ensemble dans le même égrégore, c'est pour ça qu'il y a la porte d'entrée dans cet espace-là, alors on crée en fait un référentiel, un champ quantique
ce qu'on appelle un égrégore, un chant quantique, en fait, qui est fait de ces intentions et de ces prières positives. Et ça fonctionne par résonance. C'est que si on amène à un arbre, par exemple, le souvenir de sa perfection quand il n'était pas pollué, on lui donne l'énergie de guérison, il va retrouver le chemin de son oxygénation, de sa complète guérison. C'est pareil dans notre corps. Quand on envoie un cœur malade ou un foie malade, le souvenir à travers l'énergie de Dieu, l'énergie spirituelle, de la perfection de la cellule retrouve par elle-même, par effet de résonance, le chemin de sa guérison. Alors c'est ça, on crée ensemble un champ quantique qui devient un référentiel de régénération de la Terre. C'est magnifique, Et, vraiment, oui. et pour le promouvoir, bon, j'ai écrit le livre. Il y a un site qui s'appelle La Voix de la Tortue où tout est offert. C'est tout un service du cœur. Hein. Il y a vraiment zéro, il n'y a rien qui se vend là derrière. C'est tout service du cœur. Des guides de moi, de l'atelier infini, où il y a des méditations guidées en 5 langues gratuites qui guident justement la pratique de la voix de la tortue. Le site existe en 6 langues, il y a même le chinois. Et puis il y a une méditation par Zoom que j'anime qui elle est mensuelle le premier vendredi du mois à 18h30. Il suffit de m'écrire pour y être inscrit et y être invité. Parce qu'en fait, on a besoin de se voir les uns les autres. Hein, pour s'encourager aussi. Parce que la voix de la tortue, je pense qu'actuellement, on est 3000 à peu près à la pratiquer, peut-être un peu plus, ce qui est déjà pas mal, mais j'aimerais qu'on soit encore plus. Et des gens qui pratiquent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois se sentent tout d'un coup tout seuls, puis se disent, mais les autres, est-ce qu'ils continuent? Donc ces méditations du vendredi permettent de venir de temps en temps, juste voir la tête des autres et puis sentir que oui, on est toujours là, on est toujours au service, puis c'est chouette parce que ça crée une Oui, petite communauté. oui, c'est vrai, c'est très sympa. Maintenant, c'est la question traditionnelle de reporter de l'au-delà. Quelle est votre plus belle expérience? En médiumnité. Mhm. De votre vie, enfin, oui. Ah, de ma vie, oui, alors c'est peut-être pas la même chose qu'en médiumnité. Alors, c'est la naissance de mes enfants, mais ça a à voir avec la médiumnité. C'est le premier regard, en fait, juste après l'accouchement, le tout premier regard échangé avec l'enfant. J'ai 2 enfants, hein, donc j'ai vécu 2 fois. De plonger dans les yeux d'un être qui est encore complètement pur, qui débarque sur Terre. Alors qu'avant ça, quand il est en nous, on peut dialoguer avec l'âme de Mhm. l'enfant. Mais là, c'est la première fois, on dit les yeux sont les portes de l'âme. Donc là, j'ai eu la sensation que je faisais le lien entre l'amour incarné, que je ressentais déjà très fort au moment de l'accouchement. Cet amour maternel était déjà en moi, que parfois pour d'autres femmes, ça se construit après, mais pour moi, c'était déjà là. Et l'amour inconditionnel d'âme à âme, où j'ai vraiment plongé dans les yeux de mes enfants en disant waouh, bienvenue les maîtres, parce que j'avais l'impression que c'était eux, mes enseignants, qu'il y avait comme une inversion des rôles, que je permettais à des maîtres en fait de s'incarner. Alors je ne le dis pas du tout dans un sens prétentieux, hein, je ne sais pas, après mes enfants ont la vie qu'ils ont, et ouais, c'était vraiment une notion de service, quoi, d'incarnation, en plus de la maternité bien sûr, mais il y avait vraiment cette notion de transmission, de permettre à des êtres de s'incarner, et puis des responsabilités énormes, un peu écrasantes même. Et voilà, je pense que c'était ça une des plus belles expériences, ou les plus belles expériences. Peut-être on peut dire aussi, est-ce que vous pouvez nous raconter la plus belle expérience en médiumnité aussi, peut-être? Alors, c'est très difficile de vous parler de la meilleure expérience en médiumnité parce qu'il y en a beaucoup. Mais oui, je peux vous raconter une expérience qui a bouleversé ma vie, qui a fait basculer ma vie. Alors, je ne sais pas si c'est la plus belle, mais c'est certainement la plus importante. Je suis allée me former aux Philippines avec Alex Orbito en 2010 pour la première fois. Et donc Alex Orbito est un des guérisseurs philippins qui traversent la matière. Hein. Ils entrent dans le corps avec des doigts de lumière. Et les Philippins ont cette propriété, c'est qu'ils matérialisent réellement. Donc quand Alex opérait, il y a du sang qui coule, il extrait du corps quelque chose qui est visible, qui est palpable, qui peut ressembler à du foie de poulet, ou je l'ai vu extraire du plastique d'un corps. Enfin, donc il y a une matérialisation qui rend bouleversant l'expérience
expérience. Alors, quand je suis allée aux Philippines, j'avais vu des vidéos de ça, je savais ce qu'ils faisaient, mais je ne l'avais jamais vu en live, en vrai. J'avais déjà reçu dans mon corps une opération, mais ce n'est pas la même chose. Et puis, mon esprit cartésien sceptique était bien vivant encore. Hein. J'ai grandi quand même dans un milieu d'intello. Voilà. Et puis, bon, on est des Européens, donc je crois que la qualité de notre foi n'est pas tout à fait la même que chez ces peuples qui sont encore très, ouais, vraiment très investis et quoi, très purs, un peu, qui ont des cœurs d'enfants, je vais dire ça comme ça. Alors, je me suis retrouvée aux Philippines devant la table d'opération d'Alex et il a opéré devant moi et j'étais vraiment mais à 30 cm le nez sur la table d'opération parce qu'il y avait trop de monde dans la pièce, puis j'étais tout devant. Puis il m'a demandé de me mettre à genoux et vraiment de me coller à la table pour permettre aux autres derrière de regarder. Donc j'avais une vision parfaite. Et quand il a opéré, le sang a giclé, il m'est tombé dessus. Et on est toujours habillé en blanc quand on suit ces séminaires. Et là, ça a été ouais, comme une sorte de claque, quoi, de révélation. Je me suis dit, c'est vraiment vrai, c'est vraiment possible. Et les derniers doutes, ces derniers scories d'absence de foi que je pouvais avoir en tant qu'Européenne sceptique cartésienne ont disparu. Et j'ai senti ce moment où ça lâchait en moi. Je me suis dit, oui, c'est moi qui suis limitée dans mon esprit, mais c'est pas l'univers qui est limité, c'est pas le champ des possibles. Et ça a fait basculer complètement ma médiumnité, ma foi, parce que maintenant, quand j'ai des doutes, quand parfois des tristesses sur l'état du monde, etc., je me dis non, le champ des possibles est infini, et c'est vraiment à nous de l'ouvrir et de faire en sorte que, voilà, de ramener de la beauté et de la bonté dans tout ça, parce que tout est possible. Exactement. Écoutez, Denise, je vous remercie beaucoup pour cette interview, c'était formidable. Puis je rappelle Merci à à ceux qui vous. s'intéressent, le livre de la médiumnité, formidable livre que je recommande vraiment à tout le monde, ceux qui sont en développement comme ceux qui s'y intéressent, ceux qui se posent des questions. Ils trouveront toutes les réponses dans ce livre, formidable livre, vraiment. Merci beaucoup, Denise. Mais merci à vous, Lisa, et à bientôt.